Donc, Ça lag. Oh, ok. ça va. Bonjour à tous, bonjour Twitch, bonjour Xavier, Bonjour. et bonjour YouTube dans le futur. Merci Xavier d'être là avec nous pour parler donc des éditions Argile et de la collection Récif. Ah bah, avec plaisir, hein, je suis ravi d'être là. La collection Récif est parue, enfin les deux premiers titres de la collection sont parus le 13 septembre et C'est ça, c'est une collection de novellas avec pour graphiste Anouk Faure. c'est fait. Mais avant d'entrer dans les détails de la collection, je propose qu'on revienne un peu sur l'historique d'Argile pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Parce que finalement, vous êtes une maison assez récente. Vous avez été fondée en 2020, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais, 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 on est très jeune encore, hein, mine de rien. Bah, ça a bientôt 5 ans. Bientôt un premier anniversaire. Oui, c'est ça, on prépare d'ailleurs pas mal de belles surprises pour le 5e anniversaire, donc on est conscient qu'on arrive bientôt à cet anniversaire-là. Ouais, ouais. Félicitations en tout cas. Et puis Merci. en presque 5 ans, vous avez déjà réussi à vous faire une place finalement très vite avec les auteurs que vous proposez. Et une DA aussi enfin une direction artistique, je vais parler avec des mots complets, qui est très remarquable, je trouve, dans les rayons, où c'est tout de suite que c'est un livre de chez vous. Ouais, Euh, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu marquer dès le départ, cette ligne graphique avec bah, un de nos associés qui est Xavier Colette, pardon, plus connu sous le nom peut-être de Coliandre pour ses Champis Dragons par exemple, mais comme illustrateur de jeux de société aussi, ou même comme BDaste. Donc, mm, mm. Comment c'est venu cette... Je vais mettre tous les liens aussi dans le chat, ne vous inquiétez pas. Comment c'est venu cette idée de déjà de fonder cette maison d'édition en 2020? 2020 qui est quand même une période enfin, particulière, hein, on s'entend. Ouais, très compliqué parce que c'était effectivement en plein Covid. À l'origine, en fait, bah, on voulait monter bah, justement bon, une coopérative avec une librairie et une maison d'édition. Donc bon, on savait pas trop comment s'y prendre, hein. Pour être honnête, on avait un projet qui était assez installé dans nos têtes, mais qui n'était pas entièrement formalisé et bien formalisé. Ce qui fait que de toute façon, on a fait aussi, parce qu'on s'intéressait à cette économie-là, on a fait une formation pendant 1 an en économie sociale et solidaire à travers un incubateur rennais qui s'appelle TAC 35. Donc on s'est vraiment formé à toutes ces, enfin, à ce système économique un peu particulier, hein, qui est pas un système économique, j'allais dire très naturel dans le capitalisme ambiant, hein, puisque c'est vraiment une façon de voir l'économie qui n'est pas spécifique, j'allais dire, quand on réfléchit aux bénéfices d'une entreprise. On n'est pas dans l'envie ou le besoin de bénéfices, mais plutôt de recentrer le projet sur des choses qui me semblent plus essentielles, et notamment la redistribution et le partage. Donc on avait vraiment cette idée initiale de redistribution, j'allais dire, des richesses, entre guillemets, qu'on pourrait créer à travers le projet, et notamment pour ce qui est notre premier constat, pour les auteurs et les autrices, puisque notre premier constat et qui nous a poussé à monter ce projet, c'est en particulier la rémunération en France des auteurs et des autrices qu'on trouve un peu Oui, scandaleuse, quoi. Voilà. voilà. Et bon, et c'est vrai que bah, moi, avec mon parcours à la fois de libraire, auteur, éditeur, bon, j'étais quand même plutôt bien placé pour connaître un petit peu tout cet écosystème et de voir qui bénéficiait de quoi dans cet écosystème. Donc c'était un avantage d'une certaine façon pour verbaliser ces constats, hein, je précise. Et puis il y avait Simon Pinel, mon associé de départ, donc qui lui aussi bah, voulait proposer une autre vision de l'entreprise et notamment d'une entreprise
dévoués et voués, corps et âme, j'allais dire, au livre et avec ce même constat initial de la rémunération des auteurs et des autrices. Donc au départ, c'est vraiment cette question-là qui est, essentielle pour nous et au cœur de nos débats, on va dire, puisque nous, en fait, on venait d'un système, traditionnel aussi, hein, j'allais dire, hein. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans, quasiment pour une, librairie, rennaise spécialisée en bande dessinée et en littérature de l'imaginaire. J'ai bossé aussi dans une autre, librairie plus, j'allais dire plus généraliste, mais, mais avec Simon, qui lui a été directeur éditorial d'ailleurs de cette, maison d'édition, précédente, donc qui était Critique, hein, tout simplement. Bah, on avait envie d'autre chose. On avait envie de sortir de ces systèmes, aussi de centre-ville, très Mmh. clairement, où effectivement, bah, tout est gentrifié, tout est centralisé, comme un peu, tout ce qui concerne, l'économie, libérale et capitaliste, hein. On se retrouve, bien régulièrement et bien souvent avec un système de centralisation et au détriment, bah, de certains types de publics et donc de lecteurs et de lectrices aussi finalement, qui sont, celles et ceux qui vivent, et ben, pas dans les centres-villes, mais plutôt, et bien dans les 1 couronnes ou, dans les quartiers ou dans la ruralité. Donc, ces publics qui sont souvent, extrêmement, oubliés. Et donc notre projet avait, vraiment cette dimension-là d'aller, au contact et de ce différent public, on va dire, voilà, et de l'impliquer aussi dans notre projet. D'où l'idée d'une librairie coopérative dans un quartier prioritaire de la ville de Rennes, donc l'Astrolabe, hein, qui a ouvert dans ses locaux définitifs l'année dernière, mais qui a été pendant un an dans un local provisoire qui s'appelait le Timbre de Maurepas, où il y avait d'autres associations, d'autres projets aussi éphémères, on va dire, qui est avec nous, hein, tout simplement. Et, et pour en revenir au Covid, ben, évidemment, on voulait monter la librairie en premier, sauf que c'était impossible, hein, en plein Covid, Oui. monter une librairie et ouvrir une librairie, c'est vraiment pas la bonne idée, évidemment. On pouvait même pas se voir avec Simon, donc ouvrir une librairie, pas possible. Bah, ce qu'on a fait évidemment, bah, ce qu'on pouvait faire de notre canapé ou de notre fauteuil, c'était, eh bien, élaborer les 1ers, angles, d'attaque, pour la maison d'édition et monter et créer cette maison d'édition qui est donc, Argile et c'est ce qu'on a fait, hein, donc c'est pour ça que la maison d'édition est apparue avant, la librairie. Voilà et les 2 entités, bah, ont fini par se rejoindre évidemment, hein, et en ce moment, bah, enfin sont, un seul et même projet d'une certaine façon et un projet, de proximité, un projet qui veut faire du lien et un projet qui, doit bénéficier aussi aux auteurs et aux autrices qu'on publie et qu'on veut publier, voilà. Avec, ben, en tout cas, un meilleur système qu'on veut mettre en place, plus coopératif et ça passe notamment par un contrat d'autorisme qu'on a totalement réinventé, qui est beaucoup plus participatif et qui ôte, on va dire, tout rapport de coercition et qui rajoute plutôt un rapport d'équilibre, à travers ce contrat. Donc c'est un contrat participatif où, bêtement, on retrouve quasiment toutes les mêmes choses qu'on retrouve dans des contrats traditionnels, sauf que les auteurs et les autrices qui signent chez nous, eh bien, quand ils reçoivent leur contrat, peuvent cocher et décocher à leur guise, tout ce qu'ils veulent ou ne veulent pas dans ce contrat. On a aussi, ôté des choses qui nous semblaient un peu inégalitaires, notamment le système d'avaloir. Le système d'avaloir, ben, c'est bien dans l'absolu puisque c'est une avance, sur droit, donc c'est une avance qu'on donne à un auteur, une autrice pour écrire un livre. Sauf que, bah, quand le livre sort, bah, parfois il marche pas très bien, hein, c'est sûr et cet avaloir, il est, impossible à rembourser et les éditeurs, ils ne se gênent jamais pour, vous dire que, bah, vous l'avez pas remboursé cet avaloir, que vous êtes déficitaire, et ils vous envoient des relevés où c'est marqué techniquement et j'en ai eu, hein, des comme ça en tant qu'auteur, où vous êtes déficitaire comme, Mmh. comme si la banque vous envoyait un relevé pour vous dire que vous êtes déficitaire donc c'est pas Oui. enfin disons que c'est pour les auteurs et les autrices qui reçoivent ça, c'est pas très valorisant. Donc nous, on a supprimé ce système d'avaloir, on l'a remplacé par un forfait qui est moins important qu'un avaloir, hein, on aimerait bien l'augmenter, mais pour l'instant, c'est impossible parce que comme tu disais, on est jeune, hein, on donne un forfait de 500 € à signature, mais c'est un forfait qui est acquis à l'auteur ou l'autrice qui signe. Ça veut dire que, eh bien, quand son livre
va se retrouver en librairie, il va commencer à gagner des droits d'auteur au premier livre vendu en librairie, ce qui n'est donc pas le cas dans la plupart des contrats traditionnels, qui proposent des avaloirs. Bon, ça, c'est quelque chose qui nous est venu aussi parce qu'on a interrogé les auteurs et les autrices en amont qu'on connaissait. On avait travaillé avec beaucoup d'auteurs et d'autrices et on les a interrogés justement sur ce qu'ils voulaient retrouver dans un contrat et ce qu'ils ne voulaient plus retrouver dans des contrats. Et on a été assez surpris, et, et même moi, le premier d'ailleurs, hein, que cette question de la valoir revenait souvent parce que beaucoup d'auteurs et d'autrices, bah, finalement, oui, ils recevaient de l'argent, mais ils trouvaient ça un peu dégradant au final. Donc c'est vraiment ce genre de choses qu'on retrouve dans les contrats et et qui et de fait, en fait, hein, équilibre complètement la relation entre, l'auteurice et puis l'éditeur. C'est un autre rapport qui se met en place et puis je le pense sincèrement, un rapport beaucoup plus sain aussi. Voilà. Mmh. Bah, merci pour, cette première réponse qui est extrêmement développée, extrêmement complète. Tu as abordé beaucoup de choses, et les valeurs, de la maison notamment qu'on voit, qui sont, très sociales avec, l'auteur, au cœur. Hem, est-ce que, enfin comment vous avez, pour revenir sur ce contrat auteur, sur Mmh. le site, d'Argile, c'est marqué que c'est un contrat collaboratif. Oui. Est-ce que du coup, c'est un contrat qui est amené aussi à évoluer? Heu, en dehors, des évolutions «habituelles» entre guillemets des contrats, par exemple, l'évolution des technologies a toujours un impact, sur les contrats d'édition. Mais, est-ce que, en termes, d'autres valeurs, le contrat évolue ou a pu évoluer récemment? Sans forcément que tu rentres, dans les détails, mais est-ce que c'est monnaie courante déjà? Ouais, mais tu as raison de le souligner parce qu'au début, au début du projet Argile, on s'est dit: «Bon, on va le mettre en ligne ce contrat, pour que pas mal de gens puissent en bénéficier aussi, puis que pas mal d'éditeurs, par exemple, qui sont intéressés par ce genre de démarche, puissent, également s'approprier ce contrat». On l'a pas fait pour une bonne raison, effectivement, c'est qu'il est toujours en évolution. On n'est pas totalement encore, satisfait. On aimerait bien le formaliser encore, de façon un peu différente. On essaye de trouver le temps justement pour pouvoir encore, l'améliorer et quand on sera vraiment satisfait de ce contrat, oui, je pense qu'on le mettra en ligne, mais mais pour l'instant, même si, en règle générale, les auteurs et les autrices qui signent chez nous, trouvent son contrat vraiment très bien, on aimerait bien encore, pouvoir, le mettre à jour, tu vois quoi? Voilà. Il est pas encore totalement satisfaisant à 100. Après, à mon avis, il pourra jamais l'être puisque la société évolue, il y aura forcément des choses qui vont évoluer et donc le contrat sera toujours amené à être modifié. Mais, C'est sûr, mais, on aimerait quand on le mettra en ligne, on aimerait que ce rapport d'équilibre soit encore plus flagrant dans le contrat, que, ce qu'il n'est actuellement. Quand on aura, abouti à ça, et ça sera peut-être dans pas longtemps en fait, hein, eh bien, oui, on le mettra en ligne. Mais OK, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait, je dirais qu'il est très bien, pour nous à 90 et qu'il manque 10 d'évolution pour, arriver vraiment là où on souhaite. Et après, ça aura beau évoluer, quoi qu'il en soit, notre contrat, il sera toujours, je pense, d'actualité. oui, non, bien sûr. Hem, Mmh. pour revenir, rapidement sur Argile en général, vous avez quand même un statut qui est très particulier, pour une maison d'édition en librairie. Ça va? Ouais, tout à fait. Oui, j'ai eu une chute de théière chez moi, je suis désolé. Ça a pas abîmé ton Voilà. matériel? Tout va bien? Non, non, c'est plutôt mon sol qui ressemble à une piscine maintenant, mais bon, c'est pas grave. Écoute, je nettoierai ça tout à l'heure. Voilà. D'accord. J'ai quand même sauvé une tasse, hein, donc j'ai quand même quelque chose à boire. Hem, donc oui, vous êtes une société coopérative d'intérêt collectif, C'est ça, SCIC. oui. C'est un statut, enfin moi, la première fois que je l'ai lu, c'est en vous étudiant parce que je vous ai étudié pour un devoir que j'ai rendu et c'est un statut particulier. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce statut? Heu,
et comment ça fonctionne concrètement? Ouais, c'est un statut juridique un petit peu particulier, qui est un dérivé d'une SAS, tout simplement. Mais une, SCIC ou une SCIC, enfin peu importe comment on le prononce en fait, effectivement, c'est une société coopérative d'intérêt collectif et qui, ressemble un petit peu à la SCOP, pour, celles et ceux qui connaissent. Sauf qu'une SCOP, effectivement, a cette, dimension coopérative et collaborative, mais qui concerne uniquement, les salariés de l'entreprise. Voilà. La SKIC donc et ben c'est encore autre chose. C'est-à-dire que, eh bien, les sociétaires ne sont pas que des salariés, mais peuvent être, n'importe qui, tout simplement. Il y a des groupes de sociétaires qu'on met en place, qui sont des groupes de sociétaires un petit peu différents les uns des autres. Mmh, mais n'importe qui, en fait, peut devenir sociétaire de la SKIC. Ce qui fait que, eh bien, on a à peu près 140 sociétaires dans l'entreprise qui, interviennent et peuvent intervenir, à divers, niveaux. Évidemment, bah, il y a des niveaux, spécifiques, hein. Il y a le niveau, numéro 1, j'allais dire, qui est celui des salariés. Heu, Parce que, on va dire que c'est le niveau 1, pourquoi? Parce qu'il y a pas de patron en vrai, quoi. Enfin voilà, c'est pas une société, c'est pas un type d'entreprise où il y a, un rapport, vertical, mais plutôt un rapport, horizontal, qui fait que, eh bien, la hiérarchie est abaissée, on va dire. Donc il y a pas de patron. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout salarié, de d'Argile. Moi, je suis président mandataire, donc enfin, c'est un statut, particulier de l'entreprise. Il faut quand même un président, mais je suis un président mandataire. Je peux être, remplacé par vote, hein, tout simplement, des sociétaires et et il y a les salariés qui sont eux, au cœur, en fait, de j'allais dire, de l'opérationnel, au quotidien. Et qui sont, cooptés effectivement par vote de sociétaires aussi. Donc il y a 5 salariés non, qu'est-ce que je raconte? Il y a 4 salariés dans l'entreprise. Donc il y a Simon Pinel, pardon, qui s'occupe principalement de l'édition et puis, on a 3 autres salariés, qui, s'occupent principalement de la librairie. Il y a Anne, Morgane OK. et Lucie qui sont les 3, on va dire, actifs de la librairie et à partir, en fait, de ce j'allais dire, de ce pôle de salariés, eh bien, se construit toute une, architecture, j'allais dire, de sociétaires, qui intervient à différentes étapes du développement de la structure. Donc on a, par exemple, un groupe de sociétaires qui s'appelle l'Astrolabo, qui regroupe, différents groupes justement de sociétaires et qui, permettent de valider et de construire, tous les événements qui sont mis en place par l'Astrolabe, Argile. Voilà, tout simplement et qui en discutent et qui valident d'une certaine façon la direction de cette entreprise. Mais c'est vraiment autour d'un dialogue que se fait cette évolution finalement, quoi. Contrairement à des entreprises plus traditionnelles, hein, c'est sûr, hein. Donc il faut vraiment voir ce type d'entreprise comme une entreprise qui appartient à tous les sociétaires et pas à un patron. Voilà, c'était un petit peu c'était même complètement le but de cette entreprise, hein, de pouvoir s'ouvrir au maximum, hem, parce que s'ouvrir au maximum, ça permettait justement de créer tous ces liens qu'on veut mettre en place, à divers pardon, j'ai la voix un petit peu, Pas de souci. voilà, mais de mettre en place enfin, tous les événements enfin, tous les développements qu'on veut mettre en place à travers, heu à travers l'entité, en elle-même, eh bien, c'est les sociétaires aussi et l'apport des sociétaires qui permet, heu, ce développement et qui permet de nous aider à orienter ce développement-là. Voilà. Donc, il y a, comme je disais, plusieurs groupes de sociétaires, des groupes de sociétaires qui sont particulièrement intéressés par la librairie, globalement. On a quelques sociétaires qui, peuvent nous, aider aussi un petit peu sur la partie édition. Mais on voit, quoi qu'il en soit, que c'est plutôt sur la librairie que les sociétaires sont actifs parce que c'est le lieu, en fait, de vie, finalement du projet, et que c'est sur ce lieu de vie que
les événements peuvent se développer aussi, voilà. Et on peut dire que l'Astrolabe est une sorte de tiers-lieu, hein, finalement, où, où se construisent, tous les projets, finalement. OK, bah, Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, en si, si, détail, mais tu as tout à fait répondu à ma question, qui va s'étendre, via une question du chat de Flav. mmh, ouais. Et après je propose qu'on passe à Récif, Mmh mh. et éventuellement on reviendra, sur la maison, sur Argile si on a encore du temps à la fin. Mais, OK. donc la question de Flav, c'est: «Est-ce que l'aspect social de la maison se manifeste aussi dans la distribution-diffusion? Est-ce que l'un des objectifs à terme est de proposer une chaîne du livre alternative à votre échelle?» On s'entend. Mmh. Oui, alors on va être clair, on se rend compte que si on veut développer le projet et que si on veut que le projet fonctionne, on ne peut pas se passer d'une bonne diffusion-distribution. Ça, c'est très clair. Par contre, on n'est pas prêt à accepter, de travailler avec n'importe qui. C'est sûr qu'on ne va pas travailler avec Bolloré. Voilà, donc on ne sera, a priori, jamais diffusé, distribué par Hachette. Voilà, hein, ça c'est très clair, sauf si Bolloré, revend, à quelqu'un d'un peu plus éthique, mais je serais quand même assez surpris. Donc nous, on a choisi, un réseau de diffusion-distribution qui, est peut-être un peu plus, petit, si on veut. C'est Harmonia Mundi, mais Harmonia Mundi, c'est un indépendant et c'est un indépendant, qui partage, beaucoup de nos valeurs, et ce sont des valeurs qu'on voulait retrouver justement dans la diffusion-distribution, notamment des valeurs sociales, des valeurs, écologiques aussi. Donc tout ça allié, bah, effectivement, a fait que Harmonia Mundi, pour nous, c'était l'interlocuteur, idéal pour Argile et on est très bien défendu par, Harmonia Mundi. On est très content de cette collaboration parce que, ben, quand on travaille avec des gens qui partagent, nos valeurs, c'est sûr que de base, c'est beaucoup plus facile en fait, quoi. Voilà, hein, c'est très clair. En Mmh. termes de en termes d'édition, et d'impression plutôt, bah, c'est un peu pareil. Nous, on essaye de faire attention, à la chaîne écologique, hein. C'est pas facile dans le livre, hein, parce que le livre est pas très Oui. écologique en soi. Mais on a choisi un imprimeur nîmois, par exemple. Pourquoi? Parce que, eh bien, notre, diffuseur, distributeur, donc Harmonia Mundi, est à Arles. Et Arles, c'est pas trop loin de Nîmes, ce qui fait que, bah, on a quelques possibilités de, réduire, notre empreinte carbone, par exemple. Enfin, donc on est quand même très sensible à ça. On a envie, à l'avenir, c'est une des questions majeures aussi qu'on a envie de développer, de, continuer à trouver de meilleures solutions écologiques pour Argile. Mais, bah, ça fait partie du développement de l'entreprise. On peut pas tout faire d'un coup. Malheureusement, on aimerait bien, mais, on essaye déjà, quoi qu'il en soit, de minimiser notre impact, bah, sur l'écosystème, j'allais dire, hein. Donc, on essaye de bien négocier nos tirages, de pas trop imprimer justement aussi. On essaye aussi de ne pas publier trop de livres, dans l'année. On ne veut pas participer, à la surproduction non plus, fondamentalement. Même si, bon, on a cette nouvelle collection Récif, qui nous fait augmenter notre production annuelle, mais quoi qu'il en soit, on ne veut pas l'augmenter, trop non plus, voilà. Donc ça, on essaye d'avoir une logique raisonnée sur les livres qu'on édite et en plus, enfin, qui nous permet d'avoir un suivi beaucoup plus impactant, avec les auteurs et les autrices qu'on publie. Parce que le moins on en publie, plus, on peut les suivre aussi sur la longueur et nous, en fait, c'est vrai que c'est une donnée essentielle, c'est qu'on essaye justement de suivre les auteurs et les autrices sur une plus longue durée que simplement les 2 3 mois, où le livre va être vu en librairie. Tout simplement, un livre, pour nous, ne doit pas exister simplement 2 ou 3 mois, il doit exister, tout le temps, en fait, tant qu'il est à notre catalogue. Donc autant qu'on le peut, on essaye de défendre ces titres qu'on publie, hem, le plus longtemps possible. Voilà, c'est vraiment des questions qui sont au cœur d'Argile et de notre réflexion et c'est pas tous les jours facile de mettre enfin, Oui. de mettre en place, tout ce qu'on veut, et tout ce qu'on espérerait. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on essaye de faire au mieux pour respecter ces valeurs-là.
Voilà, ça marche pas tout le temps, hein, moi je suis honnête là-dessus, mais au moins on essaye et je sais qu'il y en a beaucoup qui dans l'édition plus traditionnelle, on va dire, souvent diffusée par les grands groupes et cetera, bah, qui eux, rien n'affiche de ces dimensions éthiques. Donc nous on est partis sur ces bases-là et on espère qu'on restera sur ces bases-là, voilà. En les développant au mieux et en améliorant encore nos performances, là-dessus, tout simplement, hein. Mmh. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Pour le moment, en tout cas, on va s'arrêter là, pour, les questions, sur la maison et on va se recentrer sur Récif. OK. Récif déjà, enfin, d'où est venue, l'idée de la collection? L'idée de la collection, on la traîne quand même avec Simon depuis le début d'Argile en fait, hein, ou quasiment. Parce que, Simon et moi, on est de gros lecteurs de, récits courts, tout simplement. Moi j'ai enfin dans ma bibliothèque, j'ai des tonnes de recueils de nouvelles et de enfin et de fascicules et de magazines, de revues, enfin tout ça. J'ai toujours été un gros lecteur de nouvelles depuis que je suis ado en fait, hein, où j'étais abonné à plein de fanzines, où j'en publiais, où j'en lisais, où j'en enfin bon bref, ça a été vraiment toujours mon support favori et Simon partage, cet amour pour, le récit court qui en plus, pour nous, convient très bien aux littératures de l'imaginaire. Hem, donc comme on en parle tout le temps entre nous, de ces lectures qu'on a dans des formats courts, bah, c'était presque logique qu'à un moment donné, et c'était même très logique finalement, qu'on se penche, déjà sur cette question d'une collection dédiée, plus à ces récits courts, sachant que les recueils de nouvelles, ça ne fonctionne pas vraiment très bien. Comment faire pour diffuser des textes en fait hyper intéressants, mais mais qui ne seraient sans doute pas lus dans un recueil de nouvelles en fait, tout simplement. En moi, je ne sais pas pourquoi les nouvelles, enfin les recueils de nouvelles ne fonctionnent pas finalement, hein. Moi j'adore ça, mais en revanche, on voit que des sortes de substituts finalement aux recueils de nouvelles que sont, eh bien, ces ouvrages de récits courts, eh bien, ça marche. Ça marche, le lectorat est vraiment au rendez-vous, ça plaît énormément et c'est vrai que derrière, en fait, on a enfin toute une histoire de lecteurs, aussi qu'on était, qui a adoré ce genre de collection. Mes références, par exemple, c'était une collection, que j'ai en haut là, mais je vais pas réussir à l'attraper. C'était une collection qui s'appelait Double Étoile chez De Noël, qui date des années 80, je crois. Elle avait la particularité de publier 2 nouvelles, une dans un sens et l'autre dans l'autre. Enfin, c'était, tête bêche quoi, finalement, c'était assez intéressant et c'est des textes qu'on n'aurait sans doute pas eu autrement. Après, j'ai été extrêmement amoureux d'un éditeur, qui publiait quasiment que du format court et là, j'ai quasiment toute la collection. C'est un éditeur qui s'appelait Griffe d'encre. Je ne sais pas si vous connaissez? Non. Mais qui a découvert pas mal d'auteurs-d'autrices, comme, par exemple, Karim Berouka, ça a été un de ses premiers éditeurs, il y en a eu beaucoup d'autres, hein, notamment, par exemple, Jeanne de Batz aussi, qui est l'ancienne directrice des Utopiales, a publié, sa novella la plus connue, la vieille anglaise, et le continent. Oui, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Elle a publié chez Griffe d'encre. Elle publie aussi d'ailleurs des anthologies, enfin, novellas, petits recueils de nouvelles. Enfin, c'était vraiment, je veux dire, le paradis de la nouvelle et pour moi, c'était un éditeur, assez génial et après, ça a commencé à se développer. Il y a eu une collection que j'aime beaucoup, toujours, qui existe, et qui est souvent pas assez connue, je trouve, des amateurs et amatrices de littérature d'imaginaire. C'est la collection 10 chroniques du Passager clandestin, que j'aime énormément, voilà, qui publie souvent des textes assez anciens, hein, d'ailleurs, d'auteurs et d'autrices de SF plutôt anglo-saxons, d'ailleurs, hein. Il y a quelques Français aussi, mais qui republient des perles, en fait, quoi et c'est assez génial et comme ça commence à se démocratiser, moi j'en vois, fréquemment,
maintenant des novellas aussi chez, La Talente, La Volte, qui en fait pas mal, qui a une belle collection aussi. Actu SF, enfin, Oui, en fait, donc on sent que c'est vraiment un format qui se démocratise et moi, ça me fait plaisir. Voilà, il y a les et évidemment aussi, bah, celle qui marche, peut-être le mieux, c'est, Une heure lumière aux éditions du Bélial. oui, bien sûr. C'est des références en fait, hein, c'est des références qui nous font nous dire: «Bah, voilà, ce genre de format, ça marche finalement» et puis les lecteurs et les lectrices, ils aiment. Mais il y avait aussi, une dimension qui est une des dimensions d'Argile, c'est de pouvoir mettre en avant les plumes féminines et qui sont souvent d'ailleurs, extrêmement peu nombreuses dans les autres collections, étonnamment. Donc bah, nous, comme on faisait déjà ce travail de mémoire et de matrimoine, dans notre collection générale chez Argile, hein, on a du Carol M. Schwiller, par exemple, ou du, Eleanor Arnason, même Margaret Killjoy, hein, d'une certaine façon, avec Un pays de fantômes. C'est cette même idée, en fait, de faire découvrir, les décennies précédentes et des textes marquants qui ont été publiés les décennies précédentes. On publiera l'année prochaine un texte de 1950 de Judith Merril, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment une volonté chez nous de faire, découvrir ce matrimoine et le futur matrimoine d'une certaine façon aussi. Donc pourquoi pas le créer nous-mêmes, ce futur matrimoine avec, eh bien, cette ambition de valoriser justement les littératures de l'imaginaire écrites par des femmes. Et finalement, la solution la plus radicale, mais on est assez radicaux quand même chez Argile, on va le dire, eh bien, c'était une collection entièrement dédiée à ces plumes-là. Au moins, c'est identifié, c'est identifiable. On sait que dans cette collection, il n'y aura que des femmes. Eh bien, je pense que les lecteurs et les lectrices qui iront vers cette collection, ils sauront très clairement pourquoi ils y vont aussi. Donc, nous, effectivement, on voulait valoriser ça et c'était aussi un prétexte, enfin entre guillemets, hein, de féminiser un peu Argile parce que, enfin, on est quand même 4 mecs au départ et que c'était pas du tout, enfin, ce déséquilibre, il était pas du tout destiné à rester déséquilibré donc au fur et à mesure, ça nous a permis d'intégrer justement, de nombreuses collaboratrices sur ces projets. Donc on a des éditrices, qui travaillent dans ce comité de lecture. On a, bah, alors par exemple Florence Bourriaud qui était chez Nathan, par exemple, mais on a aussi des traductrices, par exemple Marie Coulaine qui traduit chez Guater, et notamment un livre super là que je viens de lire qui s'appelle, Le livre de la sage-femme sans nom. Enfin un livre Oui, incroyable, moi j'ai adoré. On a aussi, bah, évidemment Anouk Faure, hein, qu'on voulait, à la partie graphique, voilà, mais qui est aussi dans ce comité de lecture. On a Floriane Soulas, par exemple, et on finit, bah, évidemment par avoir une majorité de femmes qui, participent à ces comités. Voilà, de cette collection qui a été initiée, pour le coup, par un autre homme, qui s'appelle Patrick Dechaine, mais qui fait un gros travail aussi depuis plusieurs années sur le matrimoine et puis sur, l'exposition des littératures de l'imaginaire féminine en France et en Belgique, puisqu'il est belge, hein, donc voilà, donc c'est vraiment une collection qui nous permet d'arriver à un but qu'on s'était fixé, finalement. bah, en tout cas, alors, je veux rebondir, pendant que j'y pense sur, quelque chose que tu as Mmh, dit, c'est que, les personnes qui iront, vers cette collection sauront pourquoi ils y iront. mmh, D'un côté, oui, les personnes qui tiennent au courant, de l'imaginaire, et des sorties sans doute, mais il y a aussi, le fait que, ben, on peut la trouver n'importe où en librairie et on peut ne pas ouais. savoir, tout de suite que, ce sera écrit que par des femmes ou et puis enfin, je trouve que les couvertures sont très tape à l'œil. Enfin, c'est pas une charte graphique qu'on a déjà vue et Non? c'est très beau, c'est très coloré. Je l'ai découvert en regardant, l'écran pendant que tu parlais, mais ça fait une fresque, en fait, les différentes, couvertures. Parce qu'elles Oui. sont pas Mmh. toujours mises, côte à côte en librairie ou pas forcément dans cet ordre-là et puis là, on le voit d'autant plus avec, les suivantes, mais donc enfin, c'est quelque chose qui peut aussi inviter les lecteurs, bah, déjà vers un format court, pour ceux qui n'auraient pas tenté
et hem vers, bah, des autrices, sans même, se poser la question, finalement. Ouais, ouais, tout à fait. Mais tu as raison de noter tout ça. C'est vrai que, on a une charte graphique qui se veut, pas forcément marquée, très, SF ou très fantasy ou très fantastique. On a une charte graphique qui se veut plutôt graphique, justement, et qui est un appel en fait, finalement à tout lecteur, toute lectrice, qui est attiré par l'objet finalement aussi, hein. Mmh, On est clair là-dessus et on voulait aussi, bah, justement, bah, dans le cadre de ce développement de collection, pouvoir toucher un public, beaucoup plus diversifié, finalement aussi, que celui qu'on a actuellement et donc avec une charte graphique comme ça, on on est beaucoup plus, exposé, j'allais dire, dans, les librairies généralistes, mmh, très clairement. Heu, on a une excellente mise en place, on a un excellent suivi déjà pour l'instant sur la collection dans les librairies généralistes. Heu Et effectivement, bah, les lecteurs et les lectrices qui, découvrent cette collection, après, s'ils sont curieux, c'est marqué à l'intérieur que c'est une collection qui, ne publie que des femmes. C'est marqué et c'est aussi peut-être pour cette raison-là que ça va les intriguer, que ça va, leur parler et qu'ils vont, se fidéliser finalement, à la collection aussi. Et plus, il y a de fidèles à la collection, plus, il y a de personnes qui adhèrent à cette collection et bien, plus on atteindra aussi notre objectif qui est de valoriser ces autrices finalement. Donc heu, donc on a une plus grande amplitude, j'allais dire, sur cette collection que, sur la collection générale d'Hergé là. Ça c'est très clair et c'est une ambition, affichée, hein. On s'en cache pas de toute façon donc oui, on a pas mal bossé en amont sur l'identité de cette collection pour pouvoir faire en sorte de toucher un public beaucoup plus vaste, mmh. très Bah, clairement. et puis justement aussi, enfin, à la fois l'aspect graphique, mais à la fois les textes, c'est pas très étonnant non plus que ça fonctionne en librairie générale parce que les textes, enfin moi j'ai lu du coup les 3 qui sont sortis. Hem, Si Foodistan il va être, et encore même Foodistan, je trouve les 3 sont assez, transfictionnels, si on peut Oui, l'employer oui. comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont Mmh. pas, si on vraiment on peut les si vraiment on veut les classer dans un genre, on peut assez facilement les classer, mais ils sont pas clivants, dans leur, Non, écriture. c'est sûr. Hem, on est moins à cheval peut-être sur, la «dimension sociale» entre guillemets, dans les récifs que sur la collection générale. Mais c'est pas totalement vrai non plus parce que Non. on choisit voilà, mais on choisit les textes différemment aussi d'une certaine façon. C'est effectivement, on va pas atteindre forcément le même lectorat, mais on va quand même faire en sorte de passer nos messages, hein, très clairement, par différents biais et puis peut-être par plus de diversité aussi finalement, hein. C'est en tout cas ce qu'on espère, faire. Voilà, ça c'est très clair. Heu, mais voilà, ouais, ouais, c'est c'est vraiment c'est une collection heu, qu'on aimerait voir monter encore plus, pour à la fois, ben, montrer que la littérature de l'imaginaire, c'est pour tout le monde, c'est pas simplement, que pour ceux qui aiment ça et on a des textes qui très clairement, vont jouer ce rôle-là. Moi, pour moi, même si, c'est un texte qui, se développe en science-fiction. Le bracelet de jade, très clairement, il touche un public, extrêmement large, ce qui peut paraître étonnant, mais il touche, ben, par exemple, il touche, tous les amoureux, amoureuses de littérature, asiatique et chinoise en particulier. Ben, on Et voit que ce puis, texte le bracelet de jade, il déchaîne de nouvelles passions pour les jardins aussi. oui, oui, aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Ouais, je ne sais pas si vous étiez aux Utopiales et que vous avez pu voir Non, l'autrice, non Moumine, qui était malheureusement,
On ouais, qu'on n'avait a pas assez découvert, d'argent. mmh, ouais. Bon, moi, j'ai le prétexte d'avoir été invité, alors comme ça, j'ai pas trop dépensé de sous et en plus, j'ai été très sage, j'ai pas dépensé d'argent dans les livres. Ce qui m'arrive rarement. Voilà. Mais on a découvert une autrice vraiment géniale et très chouette, enfin, une belle personne, qu'on bon, c'est une surprise, hein, parce que, enfin, entre guillemets, on avait un intermédiaire sur ce texte-là qui est Gwenaël Gafric. Donc, on ne sait pas, entre guillemets, avec qui on traite d'une certaine façon. On a le texte, et le texte nous dévoile un petit peu qui est la personne derrière, mais, on n'avait pas non plus totalement, enfin, identifié qui elle était. Donc, c'est vrai que de la rencontrer, c'était quand même quelque chose. Alors que Margaret Killjoy, par exemple, on est en contact avec elle depuis longtemps et depuis Un pays de fantômes. On sait exactement à qui on en a à qui on a affaire et on sait exactement pourquoi on l'adore et pourquoi on la publie. Donc, donc voilà, hein. Et puis Katie, pareil, moi je la connais depuis, 25 ans, peut-être. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'adore et dont j'adore, les écrits. Donc Oui, c'est il y a une forme de compatibilité qu'on cherche, c'est une évidence, hein, très clairement. Heu, Compatibilité avec les valeurs véhiculées par la maison d'édition et ces valeurs collectives aussi et participatives, collaboratives, c'est extrêmement important pour nous. Quelqu'un qui se mettra trop, en «avant» entre guillemets, bon, ça va vite se voir aussi. On n'aime pas les enfin, bon, je suis pas oui, je suis pas fan des gros égos quoi, enfin, qui bon et bon bref, c'est comme ça. Mais enfin, j'ai j'ai le sentiment que quand on vient chez nous, j'ai même pas besoin d'expliquer ça. Les auteurs et les autrices qui viennent vers nous et qu'on publie, le savent presque naturellement par la nature même du projet. Donc en fait, finalement, on trouve qu'on a pas beaucoup de soucis de ce point de vue-là, finalement, quoi. Et les collaboratrices qui travaillent avec nous, et notamment sur Récif, bah, naturellement, quand on sélectionne des textes, heu, ces valeurs-là, elles sont toujours en arrière-plan et la compatibilité des textes avec notre ligne éditoriale, avec nos valeurs, bien se fait, là aussi, finalement extrêmement naturellement, peut-être même sans qu'on y réfléchisse, parce qu'il y a cet élan naturel finalement. Enfin, en tout cas, je le ressens comme ça. Après, c'est vrai que c'est je devrais peut-être, y réfléchir davantage parce que ouais, ça me fait me poser des questions moi-même là. hem, bah, moi, ce que j'avais beaucoup aimé aussi dans les textes, c'est que c'est des imaginaires qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Aussi bien enfin, Katie, moi enfin, maintenant j'ai l'habitude de voir l'imaginaire de Katie, mais c'est parce que je l'ai beaucoup lu. Mais elle a quand même quelque chose qui lui est extrêmement propre dans ses textes, dans la façon dont elle les écrit, dont elle les pense. Mais quand j'ai lu, «L'agneau égorgera le lion» et «Le bracelet de jade», j'ai vraiment, voyagé pour le coup, enfin vers, quelque chose d'inattendu. Ah oui, oui, c'est vrai que nous, c'est un texte qui nous a éblouis, hein, le bracelet de jade. On a voyagé nous aussi, très clairement et c'est un texte qu'on a eu, quand même l'occasion de lire avant de l'acheter, heu, on s'est pas simplement, même si on a une extrême confiance en Gwenaël Gafric, heu, mais on a eu la chance de pouvoir le lire en anglais parce qu'il avait été traduit en anglais. Donc c'est vrai qu'on savait ce qu'on avait publié et en anglais, déjà quand on l'a lu, il nous a fait voyager ce titre, moi que je trouve extraordinaire, hein. C'est un texte qui crée une sorte de vertige, hein, et moi j'aime ça en littérature de l'imaginaire. Mais et dans les autres textes, finalement, bah, enfin, c'est une autre forme de vertige, par exemple, enfin, moi je trouve que dans Foodistan, il y a une sorte de vertige lexical qui Oui, est, qui pourrait très bien se planter, parce que c'est toujours difficile, en fait, de jouer avec les mots. C'est très, très dur, hein, enfin, moi je trouve, quand on a, ce côté un peu oedipien, parfois un peu d'humour et cetera, c'est très dur, de trouver un équilibre, là-dessus sans se planter. Et Katie a tellement de talent, en fait, à mon sens, que ça, c'est quelque chose de très naturel chez elle. Elle sait parfaitement faire et ce qui donne une touche, je trouve,
enfin, inégalable peut-être, à Foodistan et puis comme tu le dis, inhabituel aussi parce que ce genre de texte, qui est une utopie, hein, en même temps, enfin on n'en trouve pas beaucoup Mmh. et on n'en trouve pas beaucoup et et qui sache en plus rester accessible et Katie, c'est une de ses forces aussi, c'est qu'elle sait rester, accessible, qui fait que, bah, là, on le voit aussi en librairie, sur les premiers coups de cœur qui tombent, il y en a quand même pas mal qui arrivent. Bah, là aussi, on voit que les libraires, généralistes qui sont pas forcément, habituellement des vendeurs ou vendeuses de littérature de l'imaginaire, eh bien s'approprient ce foodistan. C'est comme d'autres librairies peut-être plus engagées encore, sur le féminisme par exemple ou sur, les questions, LGBT, eh bien, s'approprient, les Margaret Killjoy et les défendent, bec et ongles. Voilà, hein. C'est chaque texte, trouve, vraiment je trouve son défenseur ou sa défenseuse, tu vois? Après, Et Foodistan, ce qu'il a de fort aussi, enfin les 3 sont très forts je trouve, mais Foodistan, ce qu'il a aussi de fort, c'est qu'il parle avec un langage qui reste, universel, qui est la nourriture. Enfin, même bah, s exactement. c'est Mmh, ça mmh. et c'est ça, c'est un truc qu'on cherche avec Flav depuis un moment, c'est, des romans d'imaginaire autour de la nourriture et là, ça commence à y avoir une vague un peu qui arrive, mais c'est un thème qui est finalement, qui était enfin, assez peu traité alors que, Ouais, c'est, l'une des ressources primales dont on a besoin, dans le monde de demain. Donc ouais, complètement. Moi, j'en connais très peu aussi, hein, j'en ai lu quelques-uns des textes, comme ça et j'ai eu la chance, très tôt en fait, il y a quelques années, je vais pas dire combien, d'être abonné à un fanzine qui s'appelait, Marmite et micro-ondes, oui, qui était, le seul, fanzine de, littérature culinaire et imaginaire que je connaissais et qui était vraiment, excellent, hein. C'était vraiment super chouette. D'ailleurs, le texte de Ketty, il a d'abord été, en partie, hein, écrit pour, l'anniversaire de ce fanzine-là qui a eu, une anthologie, je sais plus chez quel éditeur, Zéphyr peut-être, voilà et j'ai fait oui, c'est et ça. ouais, c'est ça et franchement, bah, ouais, c'est un segment qui est tellement pas, exploité alors que, la nourriture, comme tu dis, bah, c'est au centre de nos vies, en bien comme en mal d'ailleurs, hein Oui, et il y a tellement de possibilités, à travers cette thématique que je comprends pas que ces textes-là n'existent pas et donc un texte comme Foodistan vient combler, un manque aussi, hein, très clair sur, bah, sur ce segment-là, tout en s'en servant avec une extrême intelligence, c'est-à-dire avec, pour mettre en scène un propos, politique et ça on aime chez Argile, c'est sûr. ah bon? De la politique. Hem, Moi, je vais revenir alors en librairie, on peut trouver les 3. Oui, alors, avec un petit décalage parce Oui, que Foodistan qui devait sortir la semaine dernière a été victime d'un monstre, c'est-à-dire, la bande dessinée d'Émile Ferris, hein, moi ce que j'aime c'est Les Monstres 2, qui est diffusée, distribuée par Harmonia Mundi, mais il y a eu une ah telle oui, marée de commandes, à l'office pour, ce titre-là que, bah, notre diffuseur-distributeur, qui est pas un gros diffuseur-distributeur comme je disais, donc c'est des choses qu'il faut accepter aussi, eh bien, a dû, s'adapter à la situation et reculer l'office de des autres éditeurs, oui. entre guillemets, d'1 semaine. Ce qui fait que, bah, Foodistan ne sort que cette semaine finalement et pas la semaine dernière. Bon, c'est des petits aléas, mais c'est comme ça et on peut pas en vouloir à Harmonia Mundi, Non, évidemment, bien hein. sûr. C'est voilà, Ap donc voilà, techniquement, il y en a 2 et demi en circulation parce que certains libraires l'ont reçu, Foodistan, et puis d'autres pas. Voilà et ça va arriver au fur et à mesure que, eh bien, heu, moi ce que j'aime, c'est Les Monstres 2 est mis en place, eh bien ça libère, eh bien l'espace pour, les gens qui travaillent chez Harmonia Mundi d'envoyer les commandes d'office et notamment, bah, celles qui contiennent Foodistan.
voilà. Donc mais cette semaine, tout sera réglé, tout sera régulé. Et moi, j'avais une question, du coup, par rapport au prix. Il me semble que Oui, les 3 sont au même prix? non. Non? J'ai mal, noté alors. Non, ça prend pas en tout cas, il y a celui de Ketty qui était à 9,90 €. Oui, Le bracelet Jade doit être à 9,90 € aussi oui. et peut-être que l'agneau égorgera le lion est à 10,90 ou eh bah, j'ai un doute maintenant, tiens. Heu, j'ai un doute, Le bracelet heu, Jade, il est à 9 €, je 9 crois. €. Donc non, 9,90 aussi. Ouais, 9,90 € aussi, hein, c'est ce que je pensais. Oui, non, Non, j'ai juste pour le Jade Killjoy. Mmh. et l'agneau égorgera le lion, il est à, donne-moi un prix, internet. Il Chauffeuil, je est sais à 11,90. voilà. Ouais, Bah, je en savais qu'il était un petit peu en fait, tout dépend aussi, on n'a pas envie de dépasser, les 12,90 €, 13 € sur la collection. Parfois, on sera obligé, si on a des textes un peu plus gros ou si, par oui, exemple, on peut lire un petit recueil aussi, ce qui peut arriver parce qu'un récit, ce ne sera pas que forcément de la novella, mais ça pourrait être aussi, une novelette et une nouvelle supplémentaire ou enfin, bon, le format peut un peu varier. Mais parfois, effectivement, il y a aussi des traductions qu'on achète un peu plus cher, tout simplement. Donc, eh bien, comme notre seuil de rentabilité est quand même, très élevé, il faut en vendre beaucoup des récifs, hein, pour que les titres puissent être rentables un petit peu. Et bien, parfois, on est obligé d'augmenter un petit peu le prix. Mais si on peut rester dans cette fourchette, 9,90 €, 12,90 €, on on sera vraiment content parce que c'est des prix qui restent, à mon sens assez, c'est abordable, quoi. Voilà. ouais, c'était la question. Après, en même temps, c'est des prix très abordables, surtout que maintenant, on voit des grands formats, de autant de pages et qui font 18 €. Donc Ouais et encore 18, c'est gentil, hein. Parce que oui. le prix moyen des grands formats là, il est plutôt passé à 23-24 €. Oui, non, mais je dis 18 Heu, € pour des grands formats de 180 pages. Enfin ouais, de 100 même entre même ceux-là même ceux-là, ça commence à être 21 €, bah, j'ai 20,90, jamais tu vois? regardé. Moi, Ouais, ouais. j'ai décidé que c'était trop cher et que j'arrêterais de les acheter Mmh, en grand format. ouais, là, c'est un problème «d'écosystème», hein, entre guillemets, hein. C'est que, avec la crise, covid notamment, il y a le prix du papier a très nettement augmenté, mais très Oui, nettement. C'est pas une petite inflation, hein, c'est vraiment une grosse, grosse augmentation. Malheureusement, les éditeurs, s'ils veulent s'en sortir, ils sont obligés de suivre cette inflation. Donc, ils sont obligés d'augmenter le prix de leurs livres aussi. Il faut quand même se dire que, le livre, c'est un des secteurs et enfin, des segments, on va dire, où il y a pourtant le moins d'inflation, mais celle-ci, elle s'est vue. Pour une mmh, fois, elle s'est vue parce qu'elle a été assez drastique quand même. Et c'est vrai que le prix moyen d'un livre a augmenté de 2 € quasiment, hein. C'est compliqué et comme, les gens ont de moins en moins d'argent, ben, moi je oui, suis d'accord, acheter un livre, ça devient de plus compliqué, de plus en plus difficile. On a d'autres priorités, que d'acheter un livre, hein, c'est remplir le frigo, notamment. Donc les difficultés sont de plus en plus nombreuses pour les éditeurs, les auteurs, les autrices, les ventes moyennes, s'effondrent, et c'était assez couru d'avance, par rapport à cette augmentation de prix, quoi. Voilà, hein. oui, Mais malheureusement, il y a pas le choix, quoi. Et voilà et oui. puis en plus, comme enfin nous on a aussi augmenté nos prix, hein, c'est très clair. Mais en plus, on a cette dimension qui fait qu'on ne veut imprimer qu'en France. C'est Oui, plus alors qu'il y cher en a qui impriment en Chine ou en Pologne et et en enfin de toute République façon tchèque non, mais après je pense et aussi à tout ce qui est, beaux livres, reliés, Gespage et cetera, c'est pas en France. ah Donc non, non, c'est jamais en France, quasiment jamais en France. En plus, les imprimeurs français savent pas très bien faire ça. oui, Bon, voilà. Mais nous, c'est des raisons éthiques, hein, qui nous poussent à rester en France. Simplement, voilà, hein, on veut pas imprimer à l'étranger, voilà, très clairement.
on veut faire travailler les imprimeurs aussi, français, voilà. C'est c'est des collaboratrices, importants comme les autres. On veut, privilégier des circuits les plus courts possibles parfois aussi, donc on va pas les imprimer en Chine, très Mmh. clairement. Voilà, même si ça coûte beaucoup moins cher. Ça rejaillit un petit peu effectivement sur le prix, au final sur le livre, mais on a ce «plaisir» entre guillemets, de respecter aussi nos valeurs. Je vais revenir sur Récif avec, Mmh. ce qui sera peut-être, la dernière ou l'une des dernières questions. Comment est-ce que vous trouvez vos textes? Comment est-ce que vous choisissez les textes? Ce qui sont 2 questions différentes. En les posant, je me Ouais, et bien, comment on choisit nos textes? On a des têtes chercheuses, voilà. On a des collaborateurs et collaboratrices, qui, lisent énormément, notamment en VO, voilà. Donc, notamment en anglais, hein, pour l'instant, on n'a pas vraiment de lecteurs, lectrices qui lisent dans beaucoup d'autres langues. On a des pistes pour d'autres langues aussi, mais pour l'instant, effectivement, on est plus axé ben, sur l'anglais. Mais, heu, mais on a, par exemple, Gonel Gafrik aussi qui nous conseille pour, les textes, asiatiques et principalement chinois, évidemment. Donc, bon, on a des gens, voilà, qui gravitent autour de Récif et qui font parfois partie de ce comité de lecture d'ailleurs et qui nous identifient en fait des textes, intéressants. Moi, j'en lis pas mal aussi en anglais, donc on lit, la plupart des revues anglo-saxonnes, notamment, puisque c'est dans ces revues anglo-saxonnes qu'on trouve la plupart des novellas, ou si elles sont publiées en volume, bah, on essaye aussi de les identifier et comme on a quand même quelques fins connaisseurs, et fines connaisseuses de de ces circuits, anglo-saxons, on a très vite en fait de la matière, qui vient nous nourrir, je vais dire et qu'on lit de façon collective, voilà. Donc on a un système de fichiers Excel tout simplement où, les textes qu'on a repérés, sont, notés par, les lecteurs et lectrices qui composent ce comité et quand on a un combo, j'allais dire d'excellentes notes, on n'hésite pas, on essaye d'acheter le texte. OK. Donc c'est des processus qui peuvent être assez lents, hein, finalement, comme extrêmement rapides aussi parce que bon, bah, parfois, pourquoi, il y a des textes qu'on lit très, très vite, tous et qui vont faire l'unanimité et puis d'autres, qui sont en lecture depuis plusieurs mois, qui petit à petit, obtiennent, d'excellentes notes, et qu'on va sans doute acheter, voilà, mais il y a plein de, ouais, il y a enfin ces processus-là sont très différents les uns des autres, j'allais dire, il y a ouais, c'est c'est très variable, voilà. Mais en tout cas, effectivement, on a ce comité qui fouine partout en fait, hein, à droite à gauche, pour, décoter les textes, qu'on publiera peut-être. Et je l'ai pas précisé aussi, mais évidemment, on veut aussi des textes francophones, hein, ça c'est Oui. une certitude. Hem, Bah, la preuve en est avec Ketty, qu'on vient de publier, et puis, la preuve en est avec Katia Lanerosza Zamora, qui est belge et qu'on va publier, l'année prochaine. Donc on a des autrices, francophones qui arrivent au catalogue de Récif et on n'est absolument pas fermé, hein, alors on n'a pas lancé d'appel à texte pour Récif spécifique, mais on n'est pas fermé, à la réception de textes pour Récif, hein. Ça c'est certain. On a un texte, alors je veux dire, on a un texte, d'une autrice qui traîne depuis quasiment un an. Où tu vois, c'est le genre de texte où justement on n'arrive pas à le lire, tous, et toutes, et ça traîne et pourtant je suis quasiment certain qu'on va l'accepter. C'est un texte d'une francophone, hein, et je suis quasiment certain qu'on va l'accepter, mais ça prend du temps aussi et on reçoit au fur et à mesure, des des textes ou des propositions, comme ça de temps en temps et puis certaines nous plaisent, d'autres moins, on a refusé des textes francophones déjà, Mmh. mais voilà, ça se fait progressivement aussi.
Et bah, pour Récif, si, des gens regardent l'interview et seraient intéressés d'envoyer un texte, heu, Ouais. ce serait, c'est combien de signes pour information? Combien de signes? Ah bah, alors en dessous de 80 000 c'est difficile, parce qu'on est plus dans la novelette. Mmh. Au-dessus de 80 000 signes, ça c'est une évidence, mais on préfère que les textes fassent au moins 120 000. OK. Donc je sais pas combien de mots ça fait, mais parce que je suis de la vieille école, je parle en signes. Mais voilà, 120 000 signes, ça commence à être bien pour nous, jusqu'à 250, voilà, grand max. Mmh. Bah, je le note, et je le remettrai bien sûr dans la Ouais, rediffusion, ouais, ouais. et c'est vraiment notre limite 250 000, parce qu'après on arrive à 250 000, c'est 40 000 mots à peu près, et là on rentre vraiment dans les canons, j'allais dire anglo-saxons du roman, quoi. Oui. Ça devient trop gros pour Récif, a priori. Mmh. Même si ça pourra nous arriver peut-être de déborder un petit peu, mais très peu. Mmh. Bah, écoute, je te propose, qu'on conclue. Mmh. Merci, sauf si le chat a une dernière question qui arrive, en plein milieu de mes phrases. Mais, merci beaucoup en tout cas d'être là, d'être venu ce soir. Bah, avec grand plaisir. C'est très plaisant. Et bah, j'en suis ravie. Est-ce que tu as alors oui, il y a des actualités pour Récif, est-ce que et Argile. Est-ce que tu, peux nous dire du coup les prochaines actualités, ou redire déjà Foodistan ou même les prochains titres, Alors, ben, le prochain titre de la collection Récif, du coup, ce sera, la suite de L'agneau égorgera le lion de Margaret Killjoy, qui paraîtra en février. Ensuite, on aura, quat non, on aura Hard Marie, de, Sofia Samatar, qu'on avait déjà eu au catalogue avec, Un étranger en eau Londres. Là, on va dire une novella de light SF, vraiment, qui traite avant tout de communautés religieuses. Enfin, c'est un texte remarquable. Moi j'ai adoré, et de robots. Bon, voilà. Et puis on aura justement une dystopie de Katia Lanero Zamora, qui s'appelle Restart, qui a un texte, incroyable. Moi, qui m'a secoué, et qui parle de ce que la société, veut faire de nous, sur la beauté, sur la thématique de la beauté. oh, Voilà. hyper intéressant. Ouais, c'est un texte incroyable qui retourne le cerveau. J'ai trouvé ça d'une extrême intelligence. Il y a un petit côté, Black Mirror, d'une certaine façon, dans l'approche de Katia Lanero Zamora, mais c'est un texte, ouais, complètement dingue. Voilà, nous, on est très fiers en tout cas d'avoir ces 3 récifs là qui arrivent, prochainement. Et dans la collection, plus, générale, on a, 2 romans enfin pour commencer l'année en tout cas, 2 romans que je trouve, incroyables. C'est justement, Aatea de Anouk Faure, Mmh. voilà, qui est son deuxième roman, qui est, un grand roman d'aventure, et bien qui s'inspire, notamment, bah, de toutes les mythologies, calédoniennes, voilà, d'où est originaire, Anouk. Et moi, c'est un des plus grands romans que j'ai pu lire ces dernières années. J'ai été bluffé par l'écriture d'Anouk, par, le développement de son récit, et finalement, très personnel aussi. Enfin, c'est un très grand livre. Et je trouve qu'en plus, enfin, par rapport à La Cité diaphane, qui pourtant nous avait bluffés, elle a franchi, mais ouf, un niveau, mais voilà. C'est vraiment un roman extraordinaire. Et on a un deuxième texte, que moi j'ai trouvé extraordinaire aussi, qui vient juste après, qui s'appelle La Lance de Péréture de Nicolas Griffith, qui est une réécriture, je veux dire arthurienne, féministe, Oh, OK. qui reprend le mythe de Perceval, avec une héroïne, qui remplace Perceval. Et c'est un texte d'une profondeur remarquable, d'une écriture, sublime. Nicolas Griffith, n'a que très peu été traduite en français, sauf pour, quelques polars mineurs. C'est dommage parce que sa grande œuvre est plutôt en littérature de l'imaginaire.
Et il faut savoir que c'est une autrice qui, par l'importance de son œuvre, a fait changer des lois aux États-Unis et est devenue citoyenne extraordinaire américaine, alors qu'elle est anglaise hein, au départ, et LGBT en fait, hein, et qui a fait, et grâce à son apport en fait, a fait voter des lois sur, eh bien, sur, sur l'immigration en fait, aux OK. États-Unis. C'est une autrice, phénoménale. Moi, en tout cas en texte de ce style, très engagés et qui, se servent d'un mythe, et notamment d'un mythe du légendaire arthurien, pour, explorer ces propos extrêmement modernes et féministes. J'ai rarement lu mieux. D'ailleurs, enfin, là, je pourrais pas dire, tout de suite comme ça ce que j'ai lu de mieux dans ce domaine. Donc, Bah, j'ai tellement hâte de la lire. tellement, ouais, et puis tellement bluffé par ce texte qui est traduit par Marie Coulen justement, tellement bluffé par ce texte que j'ai demandé à une universitaire spécialiste de ces questions-là, d'écrire une postface. Elle n'avait pas lu le livre, elle le connaissait pas et elle a accepté de faire la postface au bout de 10 pages. Oh Donc, waouh. ça c'est ouais, donc on est vraiment très, très fiers de ce roman aussi. Et ben, on a hâte, en tout cas, de toutes ces sorties. Heu, Moi, je vais parler du coup, rapidement des prochains interviews sur Chimera. Le prochain interview, c'est la semaine prochaine, le 21, oui, c'est ça, le jeudi 21 novembre à 19h, 19h30 avec, Mélanie, pour avoir un point de vue d'une libraire, libraire, Gilbert Joseph, donc Ouais, il est cool. très, très cool, libraire d'imaginaire. Ensuite, le faut que je mette le calendrier sous les yeux. 2 décembre, on a, 19h, 19h30 un interview avec Sabrina Calvo. Le 16 ou 17 décembre, alors faut que je retrouve tout mon calendrier. Donc Sabrina Calvo, le 2 décembre, c'est, une autrice, chez La Volte, qui, a des textes, enfin, je pense que vous aimez ou vous aimez pas. Moi, j'aime beaucoup, donc je vais essayer de vous introduire à son univers. Le 17 décembre, on a Le Point aveugle de Franck Thomas, qui est, publié aux Forges de Vulcain, donc toujours 19h, 19h30. Et je vais aller jusqu'à janvier parce qu'on retrouve Argile. Le mardi 14 Ah, janvier, on a, Anouk Faure, toujours vers 19h, 19h30, dont on a beaucoup parlé ce soir finalement. Donc à l'occasion de la sortie d'AATA, mais on va aussi parler, de l'autre roman qu'elle a écrit, La Cité diaphane, de son travail d'illustratrice, aussi bien pour, la collection Récif, mais aussi pour, bah, tous les autres livres qu'elle a pu, illustrer, notamment chez Calidor ou, le roman, qu'elle a illustré avec, Siècle Vaelban, et voilà. Et donc, bah, merci encore, et merci à toutes les personnes, qui ont suivi le live ou, qui, suivront, une rediffusion sur Twitch ou sur YouTube. Et puis, bah, merci encore Xavier. ah bah, avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.